En 2013, est sorti au cinéma le film Gravity. Et bien qu'il ne soit qu'un film, ces scènes mythiques pourraient dangereusement devenir une réalité et rendre l'accès à l'espace impossible. D'autant plus qu'avec Starlink, le projet de constellation d'Elon Musk ne fait qu'empirer davantage la situation. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs solutions qui pourraient nous éviter de nous retrouver bloqués et de ne plus pouvoir accès à notre système solaire. Et si cela arrive, l'humanité risquerait de complètement disparaître. Mais avant, il faut déjà comprendre comment tous ces débris ont pu se retrouver au-dessus de nos têtes. En 1957, Sputnik 1 a été lancé et qui fut le premier satellite de l'histoire avec son bip bip qui rendait complètement fou les Américains. Plus tard, ils se rattraperont avec Explorer 1 en 58 ainsi que la France un peu plus tard avec Astérix en 65. Ces trois nations que je vous cite étaient les seules à avoir un accès autonome à l'espace. Plus tard, ils en lancèrent d'autres mais qui étaient plutôt réservés au niveau du domaine militaire et scientifique, car il ne faut surtout pas oublier qu'à cette époque, on était en période de guerre froide. Mais il faudra attendre les années 80 pour voir sa démocratisation avec l'arrivée des navettes spatiales Ariane 4 et 5 afin de s'ouvrir au grand public avec l'arrivée d'Internet. Et depuis lors, les USA, l'URSS, la Russie et l'Europe ont lancé au total plus de 10 000 satellites. Mais au fil de leur lancement, de nombreux débris de toutes formes, de tailles et d'origines différentes s'y sont accumulés. Soit c'est un ancien satellite non utilisé, un étage de fusée entier égaré après un lancement, ou encore un outil ou du matériel perdu par les astronautes, etc. Et on estime que tout cela représente presque plus de 128 millions de déchets de plus de 1 mm qui restent et qui s'accumulent au niveau de l'orbite basse et de l'orbite géostationnaire en forme d'anneau. Moins beau que ceux de Saturne, composés de très jolis astéroïdes, alors que ceux de la Terre sont composés principalement de déchets, autrement dit de merde, mais bref, si on regarde un à un chacun de ces débris, on se rend compte très rapidement qu'ils ne sont pas une menace à proprement parler. Par contre, ils le deviennent lorsqu'ils en croisent d'autres sur le passage. Dans les faits, dû au rapprochement des orbites au fil des lancements, les chances de collision deviennent de plus en plus grandes. Mais heureusement, grâce au radar au sol, les équipes peuvent les retracer afin de prévoir de potentielles collisions. Et c'est grâce à ça que les astronautes de l'ISS peuvent appliquer des corrections de trajectoire afin de les esquiver en toute sécurité. Et si cela se révèle impossible, eh bien ils devront effectuer une procédure d'évacuation. Bon, heureusement, cela n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'ISS. Par contre, les corrections appliquées à celle-ci deviennent de plus en plus fréquentes, mais on y reviendra un peu plus tard des raisons de cette augmentation. Elle peut donc les esquiver, mais malheureusement pour les satellites, ce n'était pas encore le cas et il n'y a aucune possibilité d'esquive pour ces dernières. Donc soit ça passe, ou ça casse. Et si ça casse, les conséquences seront terribles. En cas de collision, en sachant que tous ces objets se déplacent entre 7 et 16 km par seconde selon les orbites, ils ne peuvent que se pulvériser à cette vitesse lors de l'impact, créant ainsi d'autres débris encore plus petits et presque microscopiques. Et ces derniers de moins de 10 cm sont les plus dangereux, puisque indétectables et intraçables par les radars au sol. Et malheureusement, ces collisions ne font qu'augmenter ces dernières années. Cette augmentation peut s'expliquer grâce à une théorie que l'on nomme le syndrome de Kessler, inventé par l'astrophysicien du même nom. Cette théorie nous explique que lorsque deux satellites se rencontrent et se collisionnent, ils créent d'autres plus petits fins débris qui vont eux-mêmes se percuter vers d'autres satellites ou d'autres débris, etc., créant ainsi un gigantesque réaction en chaîne, expliquant ainsi pourquoi la hausse de modification de trajectoire de l'ISS, puisqu'il y a des débris qui se génèrent de plus en plus. Ce phénomène est comparable à celui produit lors d'une explosion d'une bombe atomique. Un premier atome d'uranium reçoit un neutron, en explosant il se fractionne en libérant d'autres, qui vont percuter d'autres atomes d'uranium et qui vont ainsi de suite produire une grande libération d'énergie, résultant en une gigantesque explosion. Mais le pire avec ces débris, c'est que la majorité dont je vous parle ne viennent absolument pas des collisions accidentelles, comme je vous en fais référence un peu tout à l'heure, mais elles viennent tout simplement des collisions qui ont été volontaires par les USA ou l'URSS afin de démontrer qu'ils pouvaient le faire. C'est juste fou à quel point ils pouvaient s'auto-saboter à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, avec cette théorie, elle débouche sur une fin qui n'est pas très joyeuse. Une fin où l'accès à l'espace deviendrait impossible, de la même manière que dans Gravity. Mais pour éviter que cela arrive, les différents pays ont émis plusieurs propositions afin d'éviter de la rendre impraticable sur le long terme. La première hypothèse qui pourrait être émise est de tout simplement arrêter tous les lancements de satellites et d'attendre que l'atmosphère fasse son boulot, à savoir de ralentir tous les objets en orbite basse et qu'ils brûlent dans l'atmosphère en retombant. Alors, c'est bien, mais cela ne règle en aucun cas tous les problèmes liés à la réaction en chaîne dont je vous parlais. On finira de toute façon par y arriver, mais on va le faire beaucoup plus lentement que maintenant. Une autre possibilité, beaucoup plus intéressante pour le coup, est de capturer et de cibler des débris, surtout des satellites non utilisés, et de les faire rentrer
dans l'atmosphère le plus vite possible. Cette stratégie, adoptée par l'Europe, qui est littéralement le précurseur dans ce domaine, a pour but d'envoyer des remorqueurs spatiaux qui viendraient s'amarrer aux satellites et de les faire rentrer dans l'atmosphère. Et c'est en Suisse qu'une entreprise nommée ClearSpace concevra un vaisseau armé de bras rétractables afin de s'adapter à n'importe quel débris avec un lancement prévu en 2026. Il existe aussi d'autres méthodes pour y parvenir à ces fins, mais de manière plus indirecte, comme un moyen de propulsion qui serait embarqué dans les satellites afin de les désorbiter à tout moment quand on veut à un temps précis et à un lieu donné, utiliser le carburant des étages supérieurs pour tout simplement les faire re-rentrer lors des lancements, ou encore la réutilisation partielle des fusées comme SpaceX le fait et qui est devenue une véritable référence et un exemple au niveau de la récupération. Bon, vous allez très vite vous rendre compte, mais c'est pas totalement vrai et c'est pas du tout pour les raisons que je mets en évidence. Et c'est dans ce genre de moment qu'on regrette un peu le retrait des navettes spatiales. Car bien qu'elles étaient dangereuses, elles avaient l'avantage d'avoir une énorme soute qui aurait été capable de ramener beaucoup de satellites. Et le pire, c'est qu'ils l'ont quand même fait en 1984, soit plus de 40 ans plus tôt que ClearSpace. Mais au final, ce n'est pas si grave, puisque SpaceX est littéralement en train de développer le successeur des navettes, le Starship. Et ce dernier en version cargo pourrait ainsi récupérer un grand nombre de satellites afin de les ramener sur Terre, afin qu'on puisse les recycler. Et surtout, les métaux qui composent les composants des satellites. Et surtout en sachant qu'on arrive bientôt à un stade où on est saturé au niveau de la quantité et on est limité au niveau des terres rares. Et c'est ce que je vous expliquais dans ma précédente vidéo. En tout cas, si on développe de plus en plus les technologies autour de la récupération des métaux, parce que pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est énormément développé. Mais en tout cas, SpaceX pourrait nous offrir une bonne alternative et surtout une bonne solution à ce problème. Alors, c'est ce que SpaceX pourrait faire, mais malheureusement, c'est pas ce qu'elle a vraiment choisi. En tout cas, surtout celui qui dirige cette entreprise. Et il a plus décidé d'aggraver le problème que d'être la solution à ce problème. Avec Starlink, Musk est vraiment en train de s'auto-saboter. Alors bien qu'ils sont les pionniers sur le domaine de la récupération, cela avait plus pour but de faire des économies que de limiter les débris. Certes, ça les limite en partie, mais n'oublions pas que ça reste et ça restera une entreprise et que son but est de faire du pognon. Et cela se fait d'autant plus ressentir lorsque Elon Musk prévoit sur Twitter de lancer plus de 42 000 satellites supplémentaires à partir du Starship. Alors que c'est vraiment à contre-courant de ce que le vaisseau serait capable de faire pour aider à nettoyer l'orbite basse. C'est juste incroyable. Et n'oublions pas que Elon Musk est un partenaire lors du programme Artemis. Et le programme Artemis prévoit de retourner sur la Lune. Alors comment retourner sur la Lune si Elon Musk bloque l'accès à l'orbite basse? C'est juste pas possible. Depuis que Gravity est sorti, le grand public a maintenant une certaine sensibilité à ce danger et connaît les risques et les dangers que cela peut engendrer si on n'agit pas. Et de ce fait, les statistiques de l'ESA montrent que de plus en plus d'acteurs tentent et sont sensibilisés eux aussi à ce problème et tentent d'apporter des solutions et de respecter les normes dont je vous avais parlé un peu avant. Cependant, ça reste assez minoritaire par rapport au nombre de satellites et à la quantité qu'il faudrait déployer et surtout au niveau des moyens qu'il faudrait disposer. Donc, avec ces solutions, on pourrait y arriver, mais avec SpaceX, pour l'heure, on ne sait pas. Donc, à voir comment cela va évoluer dans le temps. Et d'ici à ce que l'orbite basse soit complètement nettoyée, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait énormément. Mais si vous êtes resté jusqu'ici, je vous avais parlé de quelque chose qui était assez intéressant avec la Lune. Et je vous ai dit ceci. Et si cela arrive, l'humanité risquerait de complètement disparaître, composant des satellites. Et surtout en sachant qu'on arrive bientôt à un stade où on est saturé au niveau de la quantité et on est limité au niveau des terres rares. Et c'est ce que je vous expliquais dans ma précédente vidéo. Eh bien, pour comprendre, je vous laisse avec cette vidéo où je vous explique comment la Lune pourrait nous sauver du changement climatique.